Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Portrait psychologique, l'émission où on analyse un personnage de fiction et où on fait un lien avec la réalité. Souvenez-vous, mais pour les deux premiers épisodes, on a analysé Kira Yoshikage de JoJo's Bizarre Adventure, et pour le deuxième épisode, nous avons analysé Kaido de One Piece. Eh bien, pour ce troisième épisode, j'ai un peu changé mes plans. Initialement, à la fin du deuxième portrait psychologique, je vous avais dit que le prochain personnage aurait une âme pour deux. Eh bien, entre-temps, j'ai découvert la série The Boys. Et quelle claque, sérieux. Donc, du coup, pour fêter l'arrivée de la saison 4 de la série, j'ai décidé d'analyser le personnage le plus intéressant de la série. Et je parle bien évidemment du Homelander. Donc voilà, si vous êtes prêts, on peut y aller. Faites place au prochain patient, le Homelander. Hop 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 hop, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous. Ça permet de soutenir la chaîne et de la faire grandir. Alors si vous voulez faire partie de l'équipage et être témoin de son avancée, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Le Homelander, ou de son vrai nom, John, est l'antagoniste principal de la série The Boys, adaptée du comics éponyme. Tout commence ici, durant le printemps de l'année 1981, dans les laboratoires de Vought International. Ici, plusieurs expérimentations sont effectuées par les scientifiques de la société, et parmi elles se trouve le composé V, un sérum permettant à des humains d'obtenir des capacités hors normes et surhumaines. Mais un jour, un enfant est né, une chevelure solaire, un regard qui reflète la mer, et de l'innocence. Le petit John est l'un des cobayes des expérimentations de Vought. Il est dit par Jonah Wengelbaum, le chef de ces opérations, qu'il était doux et très aimable jusqu'à ses 6 ans, avant de réellement subir ce pourquoi il a été conditionné. Il devait par exemple obéir aux ordres qu'on lui donnait, sans broncher. On le forçait à rester dans un four avec une chaleur étouffante pour voir s'il résistait à des températures extrêmes, pendant qu'on se moquait de lui de tous les côtés. Mais mis à part cela, on imagine très bien qu'il devait effectuer plusieurs missions dangereuses, des entraînements physiques lourds, mais surtout un conditionnement mental rigoureux et excessif. Néanmoins, John ne voulait pas s'en aller. Même s'il en avait les capacités pour le faire, après tout, un coup de laser et voilà la liberté, il ne pouvait se décider à partir. Par peur de décevoir. Puis le temps passe. Le temps passe et notre petit John devient un grand homme. Un homme puissant. Un super-héros. Son nom, le Homelander, le protecteur de l'Amérique. Du haut de ses 1m80 pour 75 kg, il protège et est le symbole de l'Amérique. Son nom de super-héros fait d'ailleurs référence à cela. Home voulant dire foyer, land qui veut dire pays, et le suffixe heure qui s'ajoute lorsqu'on veut désigner la personne qui effectue une action, tout cela nous donne celui qui fait que son pays soit son foyer, le Homelander. Plus tard, le Homelander continue sa vie de super-héros. Il a de nombreuses relations, il est au top chez Vought. Il est le chef des 7, le groupe de super-héros officiel qui travaille pour l'entreprise. Et il est même en couple avec l'une des membres du groupe, Queen Maeve. Mais c'est une relation assez compliquée. Mais un jour, Vought organise une fête pour célébrer Noël. Beaucoup de monde y sont invités. Les super, les dirigeants de l'entreprise et les employés, dont notamment la jeune Becca Butcher, qui travaillait dans le service marketing digital de l'entreprise. Le courant passe bien entre eux. Le courant passe très bien entre eux. Le courant ne passe plus du tout. Il est un peu trop insistant avec elle et finira par la violer. Elle se retrouvera finalement enceinte de lui et disparaîtra à jamais, laissant à son homme l'idée qu'elle a été tuée par le Homelander. En réalité, elle vivra cachée avec son enfant pendant plusieurs années. Aujourd'hui, le Homelander est un grand héros, du moins pour la population. Lors de sa première apparition, il sauve des jeunes garçons d'une fusillade. Puis plus tard dans la série, eh ben, c'est tout, c'est tout. Je voulais faire une liste de tous ces actes héroïques, mais il n'y a rien. Et de fait, le Homelander est un homme horrible et cruel dans la réalité. En effet, sous ses apparences angéliques et héroïques, le Homelander cache en réalité une personnalité démoniaque, des actes horribles, mais surtout une véritable monstruosité, couplée à des capacités surhumaines comme la super force, la super vitesse, une ouïe surdéveloppée, voire des capacités inhumaines comme le vol, les lasers et une grande cruauté. Voici une liste non exhaustive de ses actes. Il détruit un jet privé qui transportait le maire de Baltimore ainsi que son fils à coups de rayon laser. Il insulte, menace et violente de nombreuses personnes de son entourage. Il tue de sang-froid un super-héros handicapé venu pour lui parler. Il tue de sang-froid sa patronne slash maîtresse slash mère. Oui, c'est assez compliqué. Il pousse un enfant, qui plus est son fils, du haut d'un toit. Oui, c'était un super, mais quand même. Il force une femme à se suicider alors qu'elle ne voulait plus le faire. Il rêve de tuer des civils dans la rue et finira même par en tuer un en Amérique, sachant qu'il faisait déjà ça dans des pays étrangers. Et il a aussi violé de nombreuses femmes, dont Becca et Stella. Et si on veut rester dans ce côté-là, il est aussi dans l'exhibitionnisme, en couchant avec Stormfront dans la rue après avoir tué un criminel, et en se masturbant du haut d'un toit. Nous avons déjà un portrait assez négatif du personnage, mais il ne faut pas oublier que le Homelander est émotionnellement atteint par ce qui lui arrive.
Donc, comment peut-on expliquer cela? Comment peut-on expliquer ces différents comportements? Mais aussi, où en est sa santé mentale? Parce que le Homelander n'est pas juste fou. Enfin ça, on verra. Afin de débuter convenablement, nous allons faire un état des lieux psychologique du personnage. Cela à travers plusieurs termes qui peuvent définir ses troubles et ses comportements. Parce qu'il est certes très mauvais et cruel, mais il laisse aussi parfois entrevoir une facette un peu plus fragile de sa personnalité. Et le trouble le plus flagrant, le plus visible avec le personnage, tout comme Kaido notre précédent patient, c'est la dépendance. Nous avons déjà vu la définition avec Kaido, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, voici une brève définition. La dépendance est liée au système de récompense de notre cerveau. Lorsque l'on reçoit du plaisir grâce à une action, un geste, un comportement ou en ingérant quelque chose, notre cerveau relâche de la dopamine, l'hormone du plaisir. De ce fait, le cerveau comprend que l'action est bénéfique pour nous, et il nous incite donc à y retourner afin de retrouver ce plaisir. Et en ce qui concerne l'Homelander, nous le voyons à plusieurs reprises tout au long de la série, mais il souffre de dépendance affective. Il veut être aimé, il a besoin d'être aimé, car sans ça, il se sent mal. Maintenant, nous allons voir deux nouveaux termes qui vont nous permettre de décrire les différents troubles qui touchent le Homelander. Premièrement, le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe est une théorie de notre cher psychanalyste préféré, Sigmund Freud. Pour rappel, les travaux de Freud sont assez controversés dans le milieu de la psychologie, à cause de son manque d'exemples concrets se basant essentiellement sur de la théorie, et en axant beaucoup ses théories sur le côté sexuel. Pour ma part, étant donné que cet aspect est très important pour analyser le personnage, je me permets donc d'utiliser ses travaux. Mais si vous vous y connaissez mieux ou que vous avez d'autres théories sur la question, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Alors, sa théorie fait référence au personnage mythologique d'Oedipe, qui, pour rappel, a tué son père et a couché avec sa mère. Oui, l'histoire est un peu plus longue que ça, mais c'est ce qu'il faut retenir ici. Dans sa théorie, il nous explique que les enfants, ou plutôt les jeunes garçons atteints par le complexe d'Oedipe, ressentent un besoin viscéral d'éliminer la figure du père, qu'ils considèrent comme rival dans une relation amoureuse avec la figure de la mère. En effet, le garçon, à cette période, est censé ressentir de l'amour et du désir pour sa mère. C'est en effet entre l'âge de 3 à 5 ans que l'enfant, durant son développement physique et psychique, découvre son corps à travers diverses sensations, dont la sensualité, ressentie auprès de la mère lorsqu'il était bébé, de par le contact avec le sein durant la tétée, et par conséquent le contact avec l'intimité de la mère. La mère nourricière est à la fois donneuse de nourriture et de contact physique pour l'enfant. De ce fait, celui-ci allie les deux et investit son amour et son désir sur la mère. Qu'en est-il de notre patient? Eh bien, celui-ci possède une relation assez complexe avec Madeline Stillwell. Vice-présidente de Vought International, elle est l'une des seules personnes à réellement porter attention au Homelander. Elle est proche de lui, elle lui donne beaucoup d'amour. Vraiment beaucoup d'amour. Néanmoins, du côté du Homelander, le ressenti est tout autre. N'ayant jamais eu de figure maternelle, il l'a retrouvée auprès de Madeline, qui est une femme d'âge mûr, qui est à la fois autoritaire et chaleureuse, dont il écoute la parole et qu'il respecte. Il n'y a certes pas de figure paternelle rivale, mais le bébé de Madeline joue un peu ce rôle. En effet, Madeline étant mère d'un enfant en bas âge, elle s'occupe énormément de lui. Et nous pouvons voir le Homelander jaloux de cet enfant. Il est en quelque sorte un rival dans la relation avec la mère. Mais après qu'il ait tué Madeline, il se retrouve sans figure maternelle. Mais il aimait cette relation. Il en avait besoin. Il allait vers elle quand il se sentait mal et son absence se fait énormément ressentir. Nous le voyons dans la saison 2 où diverses actions du Homelander montrent qu'il est à la recherche de la présence de Madeline, désormais perdue. Premièrement, en buvant son lait qui était dans un frigo dans son bureau. Le Homelander boit et savoure ce lait d'une manière presque sexuelle. Et nous le voyons dans d'autres scènes de la série où le Homelander continue de boire du lait. Ce n'est certes pas celui de Madeline, mais l'image du lait maternel est associée à Madeline pour lui. Donc par conséquent, c'est comme s'il buvait encore son lait à elle. Et deuxièmement, il essaie de retrouver la présence de Madeline grâce au pouvoir de super de Métamorphe. Celui-ci prend l'apparence de Madeline afin de passer un bon petit moment avec le Homelander. Mais au vu de leur interaction, c'est très probable que ce ne soit pas la première fois que ça arrive. Donc oui, le Homelander a très probablement smash avec lui. J'ai vraiment pas envie d'imaginer ça. Mais peu importe l'apparence physique de la personne, tant qu'il ressentait la présence de Madeline et qu'il avait l'impression d'être avec elle, il pouvait faire n'importe quoi, car il était dépendant à cet amour. Mais avant de voir les conséquences du manque dans la dépendance, voyons le deuxième trouble qui touche le Homelander, et c'est le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur est un trouble psychologique qui fait que celui qui en est atteint fasse toujours en sorte de venir en aide à un proche, et parfois de façon excessive. Le sauveur, tel qu'il est appelé, a besoin d'aider les autres afin de se sentir mieux, même si, en réalité, ce besoin cache un énorme manque de confiance en soi. En aidant les autres, le sauveur joue un rôle de héros, venant en aide aux gens dans le besoin afin d'obtenir les remerciements et l'approbation de ses proches. Vu comme ça, on pourrait se dire que c'est quand même assez cool d'avoir un proche qui veut constamment nous venir en aide. Oui, bon, d'accord, ça peut être un peu lourd si ça devient excessif, mais ça va. Eh bien, malheureusement, ça n'est pas aussi simple que ça.
Déjà, il faut savoir que le syndrome du sauveur apparaît chez les personnes qui ont vécu une situation traumatisante et qui ont besoin d'être valorisées pour se sentir mieux. Les causes les plus courantes sont le sentiment d'avoir été abandonné, le sentiment d'avoir aimé quelqu'un sans retour, le sentiment d'avoir été rejeté, vivre dans une situation humiliante ou le fait d'avoir été maltraité physiquement et mentalement. Mais l'une des causes les plus courantes et qui est le plus intéressant pour cette analyse est le fait d'avoir été parentifié. C'est-à-dire que la personne, enfant à ce moment-là, a dû porter beaucoup trop de responsabilités pour son âge, en jouant notamment le rôle d'un potentiel parent absent pour les membres de la famille. Donc, un enfant qui a dû devenir quelque chose de bien trop complexe et difficile pour son âge. On commence à relier les choses. Mais nous n'avons toujours pas fini à propos du syndrome du sauveur. Nous avons parlé précédemment du sauveur en tant que tel, mais il existe en réalité différents types de sauveurs. Premièrement, le sauveur brisé, représenté par des personnes qui ont besoin d'être aimées et admirées pour pouvoir compenser leurs blessures et leur image d'eux-mêmes. Ils ont donc un besoin constant d'être admirés. Ensuite, le sauveur empathique. Ce type de sauveur est une personne qui va peu supporter le fait que son conjoint s'éloigne. Il va donc vivre cette distance émotionnelle comme une menace. Ainsi, ce type de sauveur va avoir extrêmement peur d'être abandonné. Et pour finir, le sauveur terrorisant. C'est une personne qui va vouloir tout faire pour ne surtout pas être abandonné. C'est donc un manipulateur qui va exercer un contrôle physique et émotionnel sur sa victime. En ce qui concerne le Homelander, ce syndrome est assez logique. En effet, c'est un super-héros. Bon, je dis pas que tous les super-héros ont le syndrome du sauveur, mais ça se discute. Bon alors du coup, en ce qui concerne les manifestations de ce trouble, nous le voyons essentiellement après la mort de Madeline. Déjà, à travers la relation qu'il a avec son fils, Ryan. Lorsqu'il verra que Becca commence peu à peu à éloigner son fils de lui, il commencera à devenir de plus en plus agressif et prendra peu à peu le contrôle de celui-ci, en passant notamment du temps avec lui, en lui permettant d'utiliser ses pouvoirs, etc. Tout ça pour le sauver de la mauvaise éducation de sa mère. Ici, nous avons la manifestation d'un sauveur empathique, qui ne supporte pas la perte de Becca et Ryan, et qui va tout faire pour en sauver au moins un, afin de ne pas se sentir seul. Ensuite, nous avons la manifestation du sauveur brisé. À plusieurs reprises, le Homelander souhaite et a besoin de la reconnaissance de son public. Il ne supporte pas quand un héros est plus populaire que lui, et va même jusqu'à être violent avec ceux-ci. Puis finalement, nous avons le sauveur terrorisant. Le manipulateur, celui qui va avoir un contrôle violent sur sa ou ses victimes. Et la liste est malheureusement bien trop longue, que ce soit dans ses relations amoureuses, amicales ou même professionnelles. Et la séquence qui permet de bel et bien démontrer qu'il est atteint par le syndrome du sauveur, c'est son fameux discours durant la saison 3 de la série. Mais avant de voir ces petites failles et arguments, laissez-moi vous parler du triangle dramatique, ou triangle de Cartman. Le triangle dramatique est une figure d'analyse en psychologie qui met en corrélation les interactions entre deux ou plusieurs individus. Ces relations sont réparties en trois pôles qui représentent le rôle des différents individus. Premièrement, nous avons le sauveur, dont nous avons déjà beaucoup parlé précédemment. Puis nous avons la victime, c'est la cible du sauveur, celui qui a besoin d'être sauvé. Et finalement, nous avons le persécuteur, qui est en gros le méchant de l'histoire. Même si le persécuteur n'est pas forcément une personne physique, ça peut être un concept, une idée, un objet ou toute autre chose. Ces trois pôles agissent les uns envers les autres et créent une relation de dépendance. Il est aussi à noter que chaque pôle n'est pas définitif. En effet, les personnes concernées peuvent passer d'un pôle à l'autre. Donc maintenant que nous avons vu cela, regardons de plus près le discours du Homelander. Pour contextualiser la séquence, nous sommes dans la saison 3 de la série. Le Homelander est le sujet de nombreuses controverses, et la dernière en date, c'est le fait que son ex-petite amie, Stormfront, soit une nazie. Il est de moins en moins aimé par la population, et ceux-ci le critiquent, le huent, et certains le détestent même. Pour ce discours, Vought International, de par l'image positive que renvoie la super-héroïne Stella, essaie de redorer le blason du Homelander. À ce moment-là, son ethos, son image publique est celui d'une victime. Il est en position de faiblesse et pour que le public ait de l'empathie pour lui, il doit se taire et accepter ses erreurs pour mieux rebondir. Cependant, il reste quand même l'image protectrice de l'Amérique, et il est impensable qu'il soit littéralement dans une position victimaire. C'est pour cela qu'il reste tout de même en confiance durant le discours. Un héros fier et puissant, mais qui comprend et accepte les erreurs qu'il a commises. Voilà l'éthos qu'il renvoie. Et cela s'ajoute évidemment à un comportement. Un grand sourire, mais avec un regard fuyant. À ce moment-là, il joue un rôle. C'est ce que l'on appelle l'effet de sincérité. Il se donne en victime afin d'obtenir l'approbation du public. Ici, le Homelander était le persécuteur, il devient la victime pour que le sauveur, Vought à travers l'événement et le public à travers leur amour, lui refasse confiance. Bon bah c'est bon, je crois qu'on peut s'arrêter là. Allez, on applaudit Non, son bon cœur. non, non. Non, c'est faux. Stella vous ment. Elle vous ment. Je ne fais pas d'erreur. Je ne suis pas comme chacun d'entre vous. Je suis plus fort, je suis plus malin. Je suis meilleur. Je suis meilleur.
Je suis pas une espèce de flippette pleurnicheuse trouillarde qui passe sa vie à demander pardon. Et pourquoi voudriez-vous que je le sois? Envoie la pub, Roger. Envoie la putain de pub. Ne t'avise surtout pas de couper le direct, Roger. Oh non, c'est pas fini. Durant la deuxième partie du discours, le Homelander pète un câble et brise complètement son ethos. Il passe de la victime au... comment dire? En réalité, il change constamment de rôle, en passant du sauveur au persécuteur, mais aussi en repassant par la victime. Et cela à plusieurs reprises. Il ne transmet plus un effet de sincérité, mais il donne bien une réelle sincérité à son public. Et à partir de là, nous pouvons voir clairement la manifestation du triangle de Cartman dans son discours. Premièrement, il prend le rôle du sauveur en protégeant ses interlocuteurs de la figure négative et mensongère qui est incarnée par Stella. Et lui, qui ne fait pas d'erreur, qui est plus fort, plus malin, meilleur en tout point, incarne le héros qui sauve les citoyens du mal. Et il confirmera ça plus tard en disant que les citoyens ont besoin de lui pour être sauvés. Bien qu'en réalité, vous l'avez compris, mais il a autant besoin d'eux qu'ils n'ont besoin de lui. Il a besoin de ce sentiment de supériorité et de plaisir que lui confère sa position de sauveur pour se sentir mieux. Ensuite, le Homelander reprend sa position de victime durant le discours. Lorsqu'il dit qu'il a toujours été contrôlé par des gens riches et puissants, il se place en tant que victime afin de créer de l'empathie chez le public. Il crée un sentiment de proximité en leur disant que s'il a été manipulé, ils le sont aussi. Il est la victime et les riches et puissants sont les persécuteurs. Et cette proximité permet au Homelander de retrouver sa position de sauveur, car ils le savent au fond d'eux. Ils savent qu'ils ont besoin de lui, car ils ne sont pas les véritables héros. Et c'est là que nous avons notre dernier rôle, celui du persécuteur. En effet, à plusieurs reprises, le Homelander agresse ses interlocuteurs, en les dénigrant, les menaçant, avec notamment des phrases comme « Je ne suis pas comme chacun d'entre vous » ou « Vous, le peuple, vous devriez remercier le ciel que je sois celui que je suis ». Et si on peut rapprocher ces trois rôles au syndrome du sauveur, le rôle du persécuteur peut être rapproché à un autre trouble psychologique, et c'est le God Complex. Le complexe de Dieu est une croyance inébranlable en ses capacités et ses décisions. La personne qui souffre de ce complexe ne se prend pas pour n'importe qui. Il est le donneur de vérité, il est plus fort, plus malin, meilleur en tout point, et tout cela parce qu'il n'est pas comme chacun d'entre nous. Néanmoins, il est à noter que ce terme n'est pas reconnu dans la sphère de la psychologie. Ce terme a été utilisé pour la première fois par le psychiatre Ernest Jones en 1953 dans son ouvrage La vie et l'œuvre de Sigmund Freud. Mais bon, quand l'un des titres donnés au Homelander est Dieu parmi les hommes, et avec tous les arguments que nous avons vus précédemment, je me devais donc d'en parler. D'ailleurs, lors de sa première apparition dans la saison 4, on voit très bien la manifestation du God Complex avec le personnage. Nous avons un plan en contre-plongée pour montrer sa position de supériorité, une musique entre l'héroïsme et le patriotisme, donc on met bien en place l'image d'un homme fort et supérieur, pour que finalement il soit juste en train d'uriner. Voilà la manifestation du God Complex, de façon un peu plus propre. Donc maintenant, après avoir vu les différents troubles dont il était atteint, et d'où est-ce qu'ils viennent, il est temps de répondre à l'ultime question de cette analyse. Qu'en est-il de la santé mentale du Homelander ? Eh bien, nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, mais le Homelander ne va pas bien du tout. Entre les différentes pertes qu'il a subies, parfois qu'il provoque lui-même, son éducation assez compliquée et ses différents troubles, il est clairement atteint psychologiquement. Le Homelander est à un stade avancé de dépendance affective, car les conséquences du manque dans la dépendance, c'est des problèmes comme la peur de l'abandon, la jalousie, l'insatisfaction chronique, le manque d'estime de soi, des comportements compulsifs, de l'anxiété, voire même la dépression. Mais le véritable problème dans cette histoire, c'est que rien ne va en s'arrangeant. À plusieurs reprises, ces manques se retrouvent être comblés, ses doutes être dissipés, et finalement ses actions être validées. Le véritable problème, c'est qu'il ne fait que s'enfoncer dans ses travers. Succomber à sa source de dopamine, même involontairement, est néfaste. À force, il n'est plus maître de ses émotions, mais fera simplement ce que le public désire. Sa source d'attention facile. Si le public réclame qu'il explose la tête d'un mec dans la rue, il va kiffer. Si le public réclame qu'il force une jeune fille à se suicider, il va kiffer. Finalement, la dernière question consistait à décortiquer sa santé mentale, mais qui est le plus fou entre le malade qui lutte contre ses problèmes ou les citoyens américains qui encouragent un malade à faire ce dont il a envie? Le Homelander n'est peut-être que finalement le reflet de la société. Une folie exacerbée et des problèmes d'ordre psychique réfrénés par une soi-disant bien-pensance. Ne faites pas semblant, car vous n'êtes pas les véritables héros. Personne n'est le véritable héros. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de conclure avec la vidéo, j'aimerais parler d'une dernière chose. Je ne sais pas si vous avez vu mon post, mais initialement, le portrait psy sur le Homelander devait sortir le 10 juin. Eh bien, on est en juillet, et la vidéo vient de sortir. L'énorme retard est dû à un souci matériel. En effet, mon ordinateur est tombé en panne, et la vidéo est morte avec. Donc je suis vraiment désolé. Bon, après c'est pas comme si vous n'étiez pas habitué au retard, mais quand même. Sachez que je veux m'améliorer le plus possible sur la plateforme. Mon but est de proposer du contenu de qualité et possiblement, je l'espère, du contenu régulier.
Donc bah dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche. Un commentaire si ça vous fait plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao!